Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalist pour cette ultime vidéo de top et de flop de 2025. Et oui, comme je m'en doutais un peu l'année dernière, j'ai dû arrêter les top flops des lectures parce que je suis plus libraire quoi. Et donc je n'ai plus accès à autant de livres que je voudrais quoi. Bref, comme d'habitude, on va commencer avec mes nouveautés habituelles. Déjà, mes tops ne sont pas dédiés uniquement à ce qui est sorti en 2025, mais à tout ce que j'ai personnellement découvert cette année-là. Donc il peut y avoir du très récent comme du très vieux. Ben oui, aujourd'hui encore, il m'arrive de découvrir des jeux que j'ai jamais testés et qui ont plusieurs années derrière eux. Et enfin, ne l'oublions pas, mes classements sont purement subjectifs. Même si je m'efforce de toujours ajouter des arguments, ça reste mon avis avant tout. Et donc ils sont classés en fonction de si j'ai apprécié d'y jouer ou pas. Bon, vous vous rendrez compte que sur les 40 jeux que j'ai découverts cette année, il n'y en a que 17 qui m'ont un minimum plu. Vous comprendrez donc que là, toutes les catégories n'ont pas pu être remplies à fond, voire même pas remplies du tout en fait. Bref, commençons donc avec la première catégorie. Catégorie spécifique aux jeux vidéo. En gros, je m'attaque à un soft que j'ai déjà testé, sauf qu'à cette époque, il était en early access, ou alors il y a eu énormément de patchs qui ont été faits depuis. En gros, je leur donne une deuxième chance. Terraformers. Alors à l'époque, c'était un accès anticipé, et mon principal problème avec ce jeu de gestion, c'est que la demande de soutien augmentait tellement vite sa race, que impossible de finir la moindre mission. Vraiment, j'étais bloqué, mais dès le tutoriel. En moins d'une heure, j'étais en mode, j'ai perdu quoi, je peux rien faire quoi. J'ai beau utiliser toutes les options pour augmenter la quantité de soutien, ça allait trop vite et au bout d'un moment t'es en mode c'est bon nique ta mère. Alors que le concept de terraformation de Mars, il est vachement cool quoi. Et maintenant qu'il est officiellement sorti, putain c'est beaucoup plus simple. T'as énormément plus de possibilités si tu veux te faire une partie personnalisée quoi. Là où en 2022, j'en avais testé 6 ou 7 il me semble, et la seule que j'avais réussi c'était le tuto. Et il me semble que c'était de justesse. Là j'ai dû faire une trentaine de missions, j'ai pratiquement tout réussi du premier coup. Alors, la difficulté continue à augmenter au fur et à mesure de tes parties, mais au moins tu te manges plus une grosse tarte dans la gueule dès que tu commences quoi. Bon normalement c'est la catégorie dédiée aux jeux qui sont juste passables quoi, Sauf que cette année, j'en ai pas eu. Donc, suivante. Le niveau au-dessus, vous vous en doutez. Des bons jeux, mais qui sont généralement handicapés par des défauts plus ou moins importants, qui les ont empêchés d'être vraiment très bons. Infectonator 3 Apocalypse. Y a-t-il eu 2 autres épisodes ? Je suppose. Y a-t-il besoin de les tester pour profiter du jeu ? Absolument pas. Le principe du titre, c'est que vous allez organiser l'infection de l'humanité par un virus zombie. Vous devez donc contaminer différents lieux du globe, et chaque réussite vous rapportera de l'argent et des brins d'ADN qui seront nécessaires pour améliorer vos zombies. Le problème c'est que, passé un certain temps et un certain level de difficulté, ça devient infiniment trop simple, et surtout monstrueusement répétitif. Néanmoins, pour ce qui est du début et du milieu de partie, je trouve le concept vraiment fandard. The Lion Song. Alors, The Lion Song est une anthologie en 4 épisodes, de point and click à choix, se déroulant dans l'ambiance viennoise du début du XXe siècle, si je dis pas de conneries. Le premier s'attardant sur une violoniste, le second sur un peintre, le troisième sur une mathématicienne, et le quatrième ayant pour tâche de rassembler toutes les conséquences des épisodes que vous avez finalisés. La particularité est que chaque épisode est vraiment très court. Le premier, j'ai pas dû mettre plus d'une demi-heure avant de le finir. C'est vraiment des point and click très simples et surtout très rapides à compléter. Ce qui est d'autant plus intéressant si justement vous êtes du genre à vouloir tout recommencer pour faire tous les choix. D'ailleurs, j'ai trouvé les choix en question plutôt subtils. T'as pas un gros panneau à la telle qui va te dire « Vous avez fait tel choix, cela aura des conséquences ». En l'occurrence, j'ai plutôt bien aimé. Le style graphique est très pixelisé mais de façon assez particulière. Pour ma part, moi qui n'aime pas le pixel art, là pour le coup j'ai trouvé que ça avait vraiment du charme. Ça fonctionne très bien et il a vraiment son ambiance quoi. Et l'histoire est vraiment cool et elle nous plonge vraiment dans le contexte artistique et créatif de l'époque. Après, c'est du point and click, donc niveau jouabilité, ça va pas être les montagnes russes du fun. Le premier épisode est gratuit, donc pour vous c'est une bonne occasion de le tester voir si ça vous plaît. Et encore une fois, comme c'est un jeu qui est
majoritairement très court, vous n'allez pas y passer des dizaines d'heures avant de déterminer si ça vous plaît ou pas, quoi. The Room 1 et 2. Alors, avis à ceux qui voudraient se chauffer un petit peu les méninges, ce petit jeu est fait pour vous. L'histoire, c'est qu'on va vous demander d'ouvrir un coffre, et pour cela, vous allez devoir résoudre tout un tas de petites énigmes avant d'y parvenir. Globalement, c'est satisfaisant. Je pense que n'importe qui peut finir le soft, peut-être pas sans difficulté, mais en tout cas, c'est pas impossible non plus. On est vraiment sur un système d'énigmes et de puzzles qui sont purement logiques. Et éventuellement, comme reproche, bon bah, il y a des fois tu sais pas trop par où commencer et voilà, le système d'indices est assez foireux, je trouve. Mais sinon, ça reste très sympa. Warhammer 40 000 Space Marine, premier du nom. Alors c'est probablement un de mes premiers contacts avec la franchise 40K, donc me demandez pas si ça respecte bien le canon de l'univers, j'en ai aucune idée. Tout ce que je pourrais dire, c'est que le jeu est un bon petit défouloir, pas exceptionnel, mais il fait son taf, quoi. Par contre, même en facile, laissez-moi vous dire que ça, c'est pas parce que vous êtes un ultramarine avec une armure de 3 tonnes que vous allez rouler sur vos ennemis. Non, pas du tout, Croyez-moi, vous avez intérêt à faire très gaffe à votre santé. Dans l'ensemble, c'est un bon jeu, mais il souffre d'une ribambelle de petits défauts qui rendent l'expérience un poil agaçante. Worshippers of Cthulhu. Alors, étant plutôt fan de l'univers du mythe de Cthulhu, sans pour autant faire partie des lecteurs assidus de Lovecraft, voilà, quand j'ai vu l'annonce de jeu, j'ai fait ouh, ça me hype ça, j'ai envie de tester. Vous allez incarner un chef de culte du Grand Ancien, et l'objectif sera de faire prospérer vos fanatiques tout en accomplissant des missions paranormales, en invoquant des monstres, etc. etc. Alors, dans l'ensemble, le jeu est très bon, mais là encore, il se paye pas mal de défauts, notamment au niveau de l'équilibrage des ressources, qui à mon sens sont soit buggés, soit c'est très mal expliqué. Parce que parfois tu vas avoir un stock qui est complet, d'un seul coup ça va arriver boum à 0, et ça revient au niveau optimal, tu n'as rien fait, tu sais pas pourquoi. Franchement, je sais pas pourquoi ça arrive. Ensuite, parce que je trouve que les cultistes sont incroyablement bien traités, pour ne pas dire chouchoutés. Genre, construire une maison, ça va te servir d'abri pour infidèles. Dans Frostpunk, même les meilleures maisons que tu pouvais construire, chacune abritait minimum 10 pleu-pleu, quoi. Là non, c'est une baraque, un gugus. Ça va, quoi, les mecs ils se font plaisir. Sans parler du fait que pratiquement tous les bâtiments que vous devez construire, ils sont surtout là pour faire plaisir aux cultistes. Alors ok, je suis conscient que il faut des vêtements de base et de la bouffe pour pas qu'ils crèvent, quoi, c'est un petit peu le minimum, mais qu'au bout d'un moment, pour qu'ils soient vraiment heureux et deviennent des fanatiques accomplis, il leur faut plein de trucs, genre ils doivent avoir des lits bien douillés, une bibliothèque, une brasserie, des steaks, wow, c'est le culte de Cthulhu, le Club Med, là. Bref, le jeu est bon, hein, il a de bonnes, voire très bonnes idées, mais je le trouve pas assez abouti dans ses mécaniques. Et je dirais même que certains points nécessitent un rééquilibrage d'urgence. Parce que dans cette situation, le jeu il est juste bon, mais il n'est pas excellent. Maintenant, le jeu est sorti que cette année, donc à revoir dans quelques mois s'il a bénéficié de quelques patchs pour améliorer le tout, quoi. L'ultime palier avant les tops, normalement réservé à de la superbe qualité, tout juste évincé du podium par manque de place et préférence personnelle. Et bah cette année, il y en a pas. Ouais, franchement, j'ai pas été séduit par suffisamment de soft pour en éjecter davantage en fait. Donc on va directement passer à mes meilleures expériences vidéoludiques de 2025. Objectivement, Limbo est un très bon jeu. D'un point de vue graphique déjà, hein, c'est le tout qui est à moitié en ombre chinoise, voilà, c'est très joli quand même, avec un HUD ultra minimaliste, c'est vraiment très joli. Et en même temps, le gameplay est très simple. Tu ne peux que avancer, sauter et agripper des trucs. Tu commences le jeu, tu vas voir dans les options quel bouton fait quoi, et rouler jeunesse. En plus, il y a de très bonnes idées de mise en scène, donc vraiment, c'est très bien foutu. Subjectivement, par contre... Non, je déconne. Dans l'ensemble, je me suis quand même bien amusé sur les 3/4 du jeu, qui t'incite vraiment à réfléchir pour trouver une solution. Et j'admets que... J'ai quand même dû mater la solution un certain nombre de fois, parce que il y a des moments, je trouvais pas, quoi. Genre, à un moment, je devais activer un interrupteur, sauf que je le trouvais pas. Vraiment, j'étais en mode, mais je tournais en rond, je me disais, mais il n'y a pas d'interrupteur.
Et en fait, en regardant la soluce, tu te dis, ah si, en fait, cet interrupteur, c'est ce truc-là, là. Mais le truc, il se fondait quasiment dans le décor, quoi. Je me disais, ah d'accord, ok, ça c'est un interrupteur. Bah ça se voit pas, c'est clairement ça se voyait pas. Et plus on avançait vers la fin, plus les énigmes étaient compliquées. Et perso, je me suis fait la réflexion de, c'est rare qu'un jeu vidéo m'invite autant à réfléchir sur les possibilités de son gameplay. Il y avait vraiment certains moments où t'avais des moyens de résoudre des énigmes, mais j'avais absolument pas pensé, quoi. C'est parce que inconsciemment, je me disais, bah non, c'est un jeu vidéo, donc ça a des limites techniques. C'est au bout d'un moment, si les développeurs l'ont pas prévu, bah tu vas pas pouvoir le faire. Donc on peut regretter que ce soit pas possible d'avoir au moins quelques indices. Et plus tu t'approches de la fin, plus tu as le problème du bah t'es obligé de mourir au moins une fois par énigme. Je vous jure, hein, il y en a certains, si c'est la première fois que vous faites le jeu, bah vous pourrez pas résoudre le jeu d'une traite sans connaître l'intrigue. C'est pas possible. Tu vas obligatoirement crever sur certains passages. Pas parce que t'es mauvais, c'est juste que tu peux pas le savoir à l'avance. Le temps que tu vois ce qu'il y a et que tu comprennes ce qu'il faut faire, tu seras tombé dans le piège. Un sentiment qui s'accentue de plus en plus à mesure que tu te rapproches du final, quoi. Ce qui en plus va être accentué par un timing assez serré. C'est le tout dernier chapitre avec le truc de la gravité, les 6 sauteuses, là où il faut vraiment calculer à seconde près ce qu'il faut faire, c'est... Ouh, j'ai failli péter un câble dessus. Là, ça faisait partie des moments où vraiment je commençais à rager, j'avais plus aucune sympathie pour le jeu. En dehors de ça, l'intrigue est un peu minimaliste, même si c'est pas le plus important, hein, faut le reconnaître. Apparemment, le gamin qu'on contrôle, il est à la recherche de sa sœur. Ah, j'étais pas au courant, hein, franchement, tu l'apprends, littéralement, c'est le truc que t'apprends à la fin. C'est fait, ah bon, c'est pour ça qu'il se déplaçait, ok. Merci. Enfin bon, ça reste un très bon jeu, maintenant... Ah, il a ses petits défauts et ça risque de pas plaire à beaucoup de monde. Ma foi, c'est un jeu très méta que j'ai testé là. J'ai commencé un peu à reculons, j'avoue, parce que à la base je l'avais pris parce que c'est un jeu vidéo pas cher. Je me suis dit bon allez, ça peut servir de matière pour un top ou un flop, donc on verra bien. Et j'avoue que je m'attendais pas du tout à un délire pareil en fait. En gros, vous êtes quelqu'un qui joue sur une borne d'arcade qui s'appelle Pony Island. Sauf que vous allez vous rendre compte que le jeu en question est plus ou moins possédé par une entité démoniaque. Alors c'est très marrant parce qu'il y a quelques niveaux de jeu, on va dire, très basique au niveau gameplay, hein. Vous contrôlez un poney, vous devez sauter par-dessus les obstacles, tirer des lasers sur les ennemis, sauf qu'à certains moments, le système de jeu va complètement se modifier et vous amener à des séquences différentes, voire carrément bugger, et vous imposant d'aller dans les fichiers du jeu pour résoudre les problèmes. Ou au contraire, volontairement causer une faille dans le système pour obtenir ce qui vous intéresse. Le jeu est vraiment pas long, hein. J'ai mis à peu près 3 heures pour le finir, mais le délire est vraiment prenant, je trouve. Les petites énigmes vous demandent de quand même bien réfléchir de façon logique, et en même temps ça va pas vous demander d'énormes compétences pour le terminer, quoi. Par contre, attendez-vous à pas mal d'incursions très méta, et notamment certaines qui, clairement, m'ont bien foutu le doute. Vraiment, il y a eu des moments où je me disais, putain, le jeu a bugué, quoi, ça... mais non, pas du tout, c'était prévu. J'en dirai pas plus pour pas spoiler, mais pour moi, Pony Island, c'est une expérience à tenter. Ça coûte pas cher, ça dure pas longtemps, et ça va vraiment vous demander de vous impliquer dans le délire. Après, si je devais soulever un défaut, le jeu a été entièrement localisé dans plusieurs langues, donc il est traduit en français. Mais il y a quand même quelques fautes dans le texte, quoi. Pas énormément, mais il y en a quand même. C'est un petit jeu gratuit sur Steam que un pote m'avait recommandé. En gros, vous incarnez une mécano dans un vaisseau rempli de fantômes, et votre objectif, ça va être de réparer des trucs et des machins tout en esquivant les fantômes. J'ai beaucoup aimé. Bon, je vais pas vous mentir, hein. J'ai fini le jeu en facile, et il est hors de question que je tente les difficultés supérieures. Parce que même en facile, je peux vous garantir qu'à des niveaux, ils m'ont mis en sueur, hein. En gros, pour réparer un élément, vous devez aller dessus, il va afficher quel matériau est nécessaire pour le réparer, un engrenage, de l'eau, un fusible, et autant certains spots sont très faciles à réalimenter, autant d'autres, ça va demander un peu plus, quoi. Genre, si vous voulez, ce qui a l'air d'être un générateur, il va falloir aller chercher de l'eau au distributeur et la livrer au spot pour qu'il vous fabrique un générateur. À chaque fois, réalimenter un spot, ça prend quelques secondes, pas plus,
Mais croyez-moi, ce micro-délai, il va vite devenir tendax. Au point que vous allez très vite essayer de choper le réflexe de relancer une alimentation dès que vous l'avez récupérée, quoi. C'est histoire de gagner un minimum de temps. Après, vous devez amener vos éléments au truc que vous êtes censé réparer, quoi. Alors, au début, ça va, il va juste vous demander un outil. Au bout d'un certain temps, il va commencer à vous en demander 2. Et encore, hein, sachez que si vous jouez en normal, vous allez en plus devoir vous farcir un timer. Donc vous allez passer votre temps à courir à droite à gauche tout en esquivant les attaques des fantômes, chaque fantôme possédant un certain pattern d'attaque, parfois assez pénible à esquiver, d'autant que vous ne pouvez être touché que 2 fois avant de passer l'arme à gauche. Après, en facile là encore, hein, vous avez une protection qui se recharge au bout de 10 secondes. Et autant dans les premiers niveaux, ça va, c'est simple. Quand t'arrives dans des levels où tu dois te farcir 3 fantômes d'un coup, je te cache pas que tu rigoles un peu moins. Néanmoins, malgré le challenge assez corsé, bah j'ai trouvé le jeu vachement bien équilibré. Effectivement, tu vas vite pester quand, au bout d'un certain temps, tu commences à t'emmêler les pinceaux dans ce que t'es censé avoir, de ce qu'il faut ramener ou ce genre de choses. Ou que tu peux plus lâcher l'écran principal du regard pour vérifier les réparations qu'on te demande parce que sinon tu te manges une attaque dans la gueule. Mais perso, je trouve que le jeu est quand même très bien géré. Coriace, certes, mais bien géré quand même. Et en plus, comme je l'ai dit, le jeu est gratuit et il se termine en quoi 1h30 voilà, grand max. Hein, bon, par contre, si vous espérez une intrigue complète, là par contre vous risquez d'être déçu. C'était pas trop le but des développeurs. Hein, c'est vraiment une intrigue prétexte. Et c'est sympathique dans le sens où ça se prend vraiment pas au sérieux. Mais en même temps, ça sous-entend d'autres points qui auraient pu être un peu plus développés, mais c'est pas le cas, c'est dommage. Alors, techniquement, j'avais déjà testé le premier épisode, enfin là, comment dire, l'épisode original sur PS2. Mais que j'avais abandonné extrêmement vite. Le principal reproche qui m'est resté en tête, c'est que sur toute l'intro, tu n'avais que quelques rares séquences de gameplay, et elles étaient toutes focalisées sur la baston. Le reste du temps, c'était uniquement des cinématiques du scénario, hein, qui avaient l'air très intéressant, hein, je dis pas, mais pour le coup, quand j'avais testé à l'époque, non, ça m'intéresse pas, quoi. Si c'est juste pour me taper quelques petites séquences de baston entre 2 cinématiques à chaque fois, ça va vite me gonfler, quoi. Donc j'ai dû le revendre après, j'avais dû passer 1h30, 2 heures dessus, quoi, c'est tout. J'ai voulu retenter l'aventure avec Yakuza Kiwami, hein, donc qui est le remake du jeu originel, hein, et j'en profite d'ailleurs pour préciser que j'ai jamais été un grand admirateur de la licence Yakuza. Pas parce que je la méprise ou quoi que ce soit, c'est juste que ma seule expérience c'était le premier jeu sur PS2 et voilà, j'avais pas insisté, quoi. Alors, je confirme mon ressenti de quand j'étais ado. L'intro est longue, sa mère! Mais vraiment, le scénario est très dense et il te reste que quelques rares séquences de baston, quoi. Là encore, le scénario et les bastons sont sympas, je prétends pas le contraire, mais quand tu commences et que vraiment, pendant 3-4 heures, c'est juste comme ça, tu fais... ça fait un peu limité, quoi. Et le seul truc qui sort de ça, c'était la séquence où on te dit, faut que t'ailles acheter une bague qui te fait faire 3-4 allers-retours, tu fais... Ouais, non, c'était... Franchement, le premier contact, il me donnait pas envie, quoi. Ça, plus le fait que pendant ces 2-3 heures de début du jeu, tu enchaînes entre les flashbacks et les flash-forwards, ça me donnait pas envie, quoi. Tu commences l'histoire, tu reviens 24 heures plus tôt. Tu finis le combat, bam, une mission qui t'envoie 6 mois plus tôt. Putain. Un point qui m'a vraiment énervé, d'un point de vue objectif, c'est que le remake n'a pas de traduction française. Il n'est pas localisé en français, quoi. Tu as uniquement les sous-titres anglais. Alors que la version PS2 avait eu la décence de tout traduire en français. Alors, grâce à la commu Steam, j'ai trouvé un patch de VF qui corrige un petit peu le problème, quoi. Mais oui, bon, il y a quelques fautes par-ci par-là, mais bon, vu le boulot qui a été abattu dessus, merci les modeurs, hein, parce que vous avez déjà fait un meilleur travail que Sega. Mais malheureusement, le patch concerne que la quête principale. C'est-à-dire que vous allez avoir pas mal de discussions, de missions annexes ou de mini-jeux, quoi, qui sont pas traduits. Alors, je donne l'air de critiquer un énorme travail qui a été fait bénévolement par des fans, mais c'est pas eux les responsables. Hein, si Sega s'était sorti les doigts du cul pour nous pondre au minimum une traduction française qui était censée être déjà présente à l'époque de la PS2, ça leur aurait épargné pas mal de boulot.
Donc voilà, et là pour le coup, je parle même pas de doublage, hein, c'est vraiment des sous-titres. Pourquoi ne pas avoir fait l'effort de les retraduire? Et visiblement, de ce que j'en ai entendu, c'est un problème qui est assez récurrent avec la franchise, donc c'est quand même assez dommage. Alors, je regrette que pour les combats, il n'y ait pas de système de lock. Non, parce que c'est relativement facile de frapper à côté, et c'est aussi pénible que la réactivité de la défense et de l'esquive, ça dépend de vos attaques en fait. Par exemple, je suis en train de tabasser un ennemi, et je vois un autre qui s'apprête à me coller une droite. Et bah, tant que mon coup a pas fini de porter, je peux pas parer ou esquiver, quoi. C'est vraiment, t'es obligé d'attendre que l'animation soit terminée pour pouvoir espérer te défendre. Et ce, même si t'appuies sur la touche largement à temps. Contrairement à certains jeux du genre Batman Arkham, ton perso ne va pas prioriser la défense sur l'attaque. Néanmoins, j'ai adoré le concept de Majima is everywhere. En gros, c'est un perso d'histoire qui va vous harceler pendant tout le jeu pour vous aider à remettre votre style de combat principal à niveau. C'est un truc qui a été ajouté pour le remake et c'est une très bonne chose. Mais après ça se devine assez facilement, quoi. Quand tu vois certaines scènes du jeu original, ça se voit qu'ils n'ont pas modifié les cinématiques d'origine pour mieux intégrer le Majima is everywhere, quoi. Genre le gars qui dit j'attendais impatiemment que tu sortes de prison pour enfin te combattre. Mec, on s'est déjà battu 4 fois depuis mon retour en ville. Mais autant c'est une excellente feature qui est particulièrement bien foutue, qui est très bien intégrée dans le lore du jeu, en plus d'être extrêmement drôle par moments, et qui vous incite à vraiment poursuivre les combats contre Majima justement pour améliorer votre style du dragon. J'aurais cependant quelques reproches, notamment sur le fait que Majima va régulièrement intervenir comme un ennemi un peu lambda que vous pouvez croiser dans les rues, ce qui là rend la feature assez lambda en fait. Ça aurait été plus intéressant de se concentrer sur les rencontres quasi scénarisées qu'on a à chaque fois, quoi. Quitte à garder quelques attaques surprises par-ci par-là, je dis pas. Mais c'est vrai que toute cette quête annexe qui tourne exclusivement autour de la baston, alors que dans tout le jeu on se castagne déjà assez régulièrement, se débarrasser de l'aspect rencontre aléatoire de Majima is everywhere, ouais, je pense que ça aurait pas été de trop. Alors, petit point appréciable, votre perso récolte de l'XP pratiquement à tous les coins de rue. Quasiment toutes les activités vous donnent de l'XP. Une fois qu'une jauge d'XP est pleine, elle vous donne un point de compétence, et ça tombe bien parce que des compétences, vous allez en avoir un paquet à débloquer. Bon, par contre, il y a beaucoup trop d'XP. C'est con à dire parce que plus tu avances dans le jeu, plus tu vas remplir de jauges d'XP qui te permettront de débloquer des tas d'éléments, hein, dans tes styles de combat, gagner plus de vie, de force, tout ça, voilà. Sauf que quand t'arrives aux 3/4 du jeu, t'as potentiellement tout débloqué et l'XP te sert plus à rien en fait. Genre, j'ai terminé le jeu, j'avais à peu près 4000 jauges d'XP remplies à ras-bord, et je pouvais pas m'en servir. Donc là, pour le coup, c'est assez dommage. Quitte à avoir de l'XP en rab, j'aurais pouvoir aimer l'utiliser, et je sais pas, c'est la convertir en CT par exemple, hein, qui sont des points que vous pouvez dépenser pour acheter des compétences à un clown. Oui, il y a un clown qui vous vend des compétences, posez pas de questions. Un des principaux défauts du jeu, à mon sens, hein, ça reste la surabondance de combat. C'est parce que vraiment tu fais que ça, quoi. Déjà dans l'histoire principale, mais aussi dans les trop nombreuses agressions aléatoires que vous allez subir rien qu'en marchant dans la ville, quoi. Kazuma a pas de peau, hein, rien qu'à voir sa tronche, tout le monde veut lui démolir. Pareil, les boss sont des putain de sac à PV. Au bout d'un moment, c'est assez chiant de les affronter comme ça. Après, j'admets que le système de combat évolue au fil de l'histoire. Plus tu t'en sers, plus tu vas débloquer des nouveaux trucs, donc il dévoile son intérêt à mesure qu'il est maîtrisé. Ça, c'était cool. La map de l'open world est relativement petite, ça faut dire, et on pourrait considérer qu'il y a relativement peu de choses à faire. Et ça, je suis absolument pas d'accord. Non seulement le jeu est un remake d'un jeu de 2005, et il offrait déjà pas mal de trucs à faire à l'époque. En plus de ça, faut juger la quantité d'activités au mètre carré. Yakuza sur PS2, il faisait beaucoup mieux que la plupart des open world actuels. Pour les missions secondaires, j'admets que c'est une des appréciations les plus naturelles que j'ai pu avoir. Aucun indicateur, t'as les missions qui se déclenchent vraiment naturellement quand tu passes à côté d'un PNJ ou que tu viens leur parler, tout simplement. Les quêtes annexes, elles sont parfois assez simples, mais elles ont le mérite de se renouveler assez régulièrement. C'est pas on va te dire, allez, il faut faire telle activité, tu la refais 50 fois dans tout le jeu, quoi. L'histoire, elle est très cool, hein, si on accepte le fait que il y a beaucoup d'aspects très manga en fait. Je me suis d'ailleurs fait la remarque que Kazuma Kiryu dans Yakuza, c'est littéralement Ekichi Onizuka de GTO, quoi. C'est le mec pratiquement invulnérable avec une force surhumaine, quoi. C'est pas la meilleure intrigue que j'ai jamais vue, mais je la trouve quand même sacrément bien ficelée.
D'ailleurs, évidemment, ça se passe au Japon, donc tous les personnages sont asiatiques, et même si j'ai pas retenu tous les noms, hein, c'est trop compliqué pour moi, chaque perso a quand même une gueule bien caractéristique, c'est-à-dire que vous allez immédiatement et facilement l'identifier. On peut reprocher à l'intrigue d'être assez facile par moment, ça c'est vrai, et d'avoir des notions de conséquences, on va dire assez larges. Quand t'as une bombe qui souffle tout un étage d'un building, le héros qui était à côté s'en sort sans une égratignure. Ouais, bon. D'accord, j'accepte, mais bon, si on devait comparer à Mafia, je pense que ce serait la plus grosse différence. Hein. Mafia essaye d'avoir un côté assez réaliste, la plupart du temps, là où Yakuza va plutôt briller par le côté shonen. Néanmoins, malgré le fait que je râle beaucoup dessus, je trouve que c'est un très bon jeu. Et je vous invite à le découvrir si vraiment vous connaissez pas la franchise, en gardant en tête que ça va régulièrement être du gros bourrinage. Pour ceux qui connaissent pas, Maniki à la base, c'est une série de webcomics hein, qui retrace la vie un peu romancée et surnaturalisée de son auteur, et j'avoue que je suis un peu fan. Suffisamment pour participer aux différents financements participatifs, mais bon, c'est pas la question. Et il y a quelques temps, 3 ans je crois, a été annoncé le développement d'un jeu vidéo Maliki, auquel j'ai participé là encore. Alors pour ceux qui sont fans de Maliki, est-ce que ça peut valoir le coup? Oui. L'univers est très bien retranscrit, les portraits des persos sont super cool avec des animations vraiment sympas, on retrouve énormément d'easter eggs sur l'univers de la BD, et plusieurs blagues sont vraiment bien pensées. Pour l'exemple, vous connaissez tous la pratique fallacieuse et détestable du flash forward, hein, c'est-à-dire on te met un moment très avancé de l'intrigue et en fait on te ramène en arrière en disant ouais tant de semaines, tant de jours plus tôt, voilà, c'est pratique que d'ordinaire je déteste. Bah là c'est bien utilisé. En fait ton perso a emprunté le mauvais tunnel temporel et il s'est retrouvé quasiment à la fin du jeu, et t'as Maliki qui débarque, c'est en mode oups désolé on s'est trompé de version de toi en fait, on n'est pas encore censé s'être rencontrés donc désolé on te renvoie à ton époque. Et il y a pas mal de points que je trouve vraiment bien écrits, toujours dans la veine de la BD, et en même temps qui cherchent à réfléchir un peu plus sur le médium. Par exemple, le fait que quand tu parles à des PNJ, bah, ils sont systématiquement coincés avec des slots de parole qui se répètent en boucle, quoi. Et là, c'est rendu logique par le système du jeu. En fait, ils sont en des zones de temps figées, quand tu leur parles, ils en sortent, mais dès que t'as fini, bah, ils y retournent. Et donc, ils ont tout oublié entre-temps. Donc, si tu leur reparles, bah, après, effectivement, ils vont redire la même chose. Bah, c'est très con, mais fallait y penser, en fait. Bon, c'est un peu dommage que ce soit toujours pareil une fois que le temps est remis en marche, mais bon, tant pis. Pour ce qui est du gameplay en lui-même, c'est un JRPG. Français. En gros, vous vous baladez dans un environnement avec vos persos au format chibi, et vous serez régulièrement confronté à des combats au tour par tour, ainsi qu'à quelques énigmes qui vont vous demander d'utiliser les techniques des différents personnages. Fang peut déplacer des objets lourds, Fenimal peut créer des liens entre les plantes, Becky peut lancer sa fourche. Chacun son truc. Alors, pour ma part, j'avoue que j'ai eu un peu de mal avec le jeu sur les premières heures. Non seulement t'as plusieurs mécaniques qui à mon sens sont assez classiques, genre un PNJ te donne un objet que tu dois refiler à machin qui va te donner un autre truc que tu dois ramener à un tel, voilà, c'est assez classique comme mécanique. Pareil, quand t'es au domaine, il faut faire un monde, récupérer un souffle de vie qui te permet de débloquer un nouveau rejet de l'arbre temporel, qui te permet d'aller dans un autre monde pour récupérer un autre souffle de vie, voilà. La mécanique devient assez vite prévisible dans les grandes lignes. Après, personnellement, j'ai trouvé l'implémentation de l'agriculture un peu classique aussi. Alors, ce qui en soi, dans l'univers de Maliki, est logique. Ça, je dis pas. Mais c'est vrai que comme premier contact, j'étais pas super enjoué. Et les premiers combats sont assez basiques. Comme on n'a pas toutes les options, bah ça fait juste combat au tour par tour classique, quoi. Sans parler du fait que les combats du premier monde sont archi simplistes, ce qui m'a vraiment fait peur pour la suite, quoi. Heureusement, on va vite débloquer de nouveaux combattants, hein, 4 en tout, développer de nouvelles techniques, acquérir de nouveaux pouvoirs, faire des attaques en duo, on va mieux comprendre la subtilité des chronopoints dans les fights, parce que oui, grosso modo, vous avez une ligne temporelle qui indique plus ou moins, bah c'est machin qui attaque, ensuite c'est machin, ensuite c'est machin, ensuite c'est machin, quoi. Et tu peux utiliser des points pour la modifier. C'est genre tu vas faire reculer le temps pour comme ça ton perso il revient dans le temps, donc
il régène un petit peu de son énergie, il se soigne de ses debuffs et tout ça. Ou alors tu mets 2 persos en collab pour qu'ils attaquent en même temps. Tu peux dupliquer le tour d'un perso pour qu'il agisse 2 fois de suite. Donc c'est un point qui est quand même plutôt original et assez utile. Par contre, petite info à savoir, hein, c'est... Ne vous mettez pas dans la tête que parce que c'est un jeu vidéo avec un design tout gentil et très coloré que forcément tout le jeu va être une promenade de santé. C'est pas du tout. Même si, comme je l'ai dit, le premier monde est beaucoup trop facile au point de m'avoir fait peur pour la suite, et que la plupart des combats ne vous poseront pas trop de problèmes, il y en a certains... Ouille. Oui, certains boss sont particulièrement coriaces. Il y en a un, je crois que c'était l'avant-dernier boss, hein, je crois, c'est le... Ouh là, il était hardcore celui-là. Il te ralentit pour agir plus souvent, il frappe très fort et il a des attaques de zone, donc ça touche tout le groupe d'un coup. Mais du coup, après, quand j'ai vaincu le vrai boss final, et j'étais en mode c'est tout, il m'a même pas mis en difficulté. J'ai aussi subi quelques petits bugs au cours de la partie. Genre le 4ème pouvoir temporel qui n'apparaissait pas, je sais pas pourquoi, vraiment je pouvais pas m'en servir. Aussi en lien avec le pouvoir de Fénimal pour lier certaines plantes, t'avais des moments ça nécessitait plusieurs tests pour que ça marche. Après, rassurez-vous parce que ça fait... Dans les quelques semaines qui ont suivi la sortie du jeu, il y a eu énormément de patchs qui sont sortis et qui ont corrigé la grande majorité des bugs, quoi. Donc les bugs dont je me plains, il me semble qu'ils sont pratiquement tous corrigés. Revérifiez les patchs si vous n'êtes pas sûr, mais dans l'ensemble, il me semble que tout est corrigé. J'avais aussi un souci avec la caméra, puisque autant quand t'es en ville et que t'as un building qui se trouve entre toi et la caméra, justement, le building devient transparent, tu peux voir à travers. Par contre... quand c'est juste des arbres, les arbres ne disparaissent pas, donc ça m'a particulièrement gonflé quand j'étais justement dans le truc de l'agriculture, là, sauf que justement, quand tu fais de l'agriculture, il faut être assez précis pour planter, donc c'est chiant. Bon, après, moi perso, ça m'a pas trop dérangé, malgré mon absence totale de sens de l'orientation. Il n'y a pas de map, mais en l'occurrence, voilà, c'est... Autant au début, oui, tu galères et tout, mais... C'est des petits mondes, hein, donc les différentes maps, tu comprends très vite un petit peu comment elles sont formées, quoi. Bon, le passage en ville m'a un peu fait chier, mais bon, tu me diras, c'est Paris, c'est normal que ça me casse les couilles. Par contre, là, ce que je considère vraiment comme un défaut, c'est on n'a pas accès à la jauge de santé des ennemis. Ouais, si par exemple vous êtes contre un boss, vous saurez jamais combien de PV il lui reste. Putain, mais même sans ça... ça aurait été bien de faire le même truc que pour vos héros. En fait, en gros, quand tes protagonistes ont pris suffisamment de dégâts, tu le vois sur leur design. Ils sont pliés en deux, ils ont la gueule en sang, ce genre de choses. C'est dommage que les ennemis aient pas eu aussi droit à ce système. Quitte à pas leur mettre de jauge de santé, au moins un truc pour montrer que on leur a bien laminé la gueule et qu'ils sont plus proches de la fin que de la pleine santé, quoi. Alors, après, est-ce que le jeu est bon pour des gens qui ne connaissent pas Maliki ? Je le garantis pas à 100%, mais je dirais que oui. Pour ma part, j'ai lu toutes les BD et le premier roman, hein. J'ai pas lu la suite malheureusement. Il y a des trucs que je connais et que j'étais heureux de revoir. Ça m'a d'ailleurs un peu fait tiquer que la gestion de la tambouille soit confiée à Lady. Elle est pas censée cuisiner extrêmement mal, justement. Mais pour des gens qui connaissent pas, je trouve qu'il y a suffisamment d'explications sur l'ensemble de la franchise pour pas être perdu, sans pour autant avoir l'air d'être un énorme pavé d'exposition, quoi. Donc là-dessus, très bon boulot d'écriture, quoi. Pour moi, ça peut vraiment être accessible à n'importe qui, et ça va pas être un truc pesant, quoi. Ça vraiment, tu le découvres comme un jeu vidéo normal, quoi. En gros, si tu connais déjà l'univers, tu vas retrouver des trucs qui vont faire plaisir, et si tu connais pas, tu vas découvrir au fur et à mesure, quoi. Donc pour moi, n'importe quel public peut apprécier. Dernier regret personnel, qui concerne le personnage principal. C'est dommage qu'elle soit pas... On n'ait pas plus de trucs sur elle, en fait. En gros, c'est la meuf qui est un peu arrivée par hasard pour filer un coup de main. Oui. Et mis à part 2-3 éléments à découvrir sur elle dans des missions annexes, on sait pas grand chose sur elle, en fait. Si ça avait été un perso que tu te crées à ta guise, là j'aurais pu comprendre. Sauf que là, elle est vraiment censée avoir une personnalité et une histoire. Et le fait que ce soit autant en retrait, je trouve ça un peu dommage, quand même. Et enfin, le final, qui est une fin ouverte.
Est-ce que ça impliquera une suite en jeu vidéo ou en comics? Je sais pas. Alors je critiquerai pas la décision parce que ça peut augurer du très bon, hein, voilà, ça c'était vraiment le premier jeu vidéo Maliki, donc il y a effectivement des petits défauts inhérents à un premier truc, quoi. Pour moi c'est logique. Si en partant de ce truc-là, le studio arrive à rebondir et à améliorer la formule, moi je suis partant, hein, y a pas de problème. Bref, si le principe du JRPG, c'est vous savez que ça va être votre cam, je vous conseille sans problème. N'hésitez pas à insister malgré les premières heures qui sont assez faciles et simplistes. Faut vraiment attendre quand même 2-3 heures avant de vraiment commencer à toucher du doigt le sel du gameplay en fait. Minimum, attendez d'avoir atteint le deuxième monde. Pour ma part, c'est à partir de ce moment que je suis vraiment rentré dans le délire et que le gameplay commence à vraiment devenir cool, quoi. Alors, je sais que, à force de déblatérer des reproches, j'ai l'air de le défoncer, hein, mais il reste dans mes tops. Ça reste un des meilleurs jeux que j'ai testé cette année. C'est un très bon jeu, j'ai kiffé d'y jouer, mais il est pas parfait. Ce qui est normal, parce que c'est un premier jeu du studio, c'est Open Media, je crois, Sauf que c'est le tout premier jeu d'un studio, donc c'est normal qu'il soit imparfait. Sauf que moi, je préfère largement un petit jeu indé comme Maliki, qui est certes pas parfait, mais qui a vraiment du cœur et des bonnes idées, plutôt qu'un énième AAA qui se contente de te prendre pour un con en te faisant les poches. En plus, le jeu n'étant pas du genre à nous gaver de photoréalisme et d'effets pour t'en mettre plein les mirettes, à mon avis, vous pouvez y jouer sur un grille-pain. J'avais pas encore fait mon upgrade de PC, quand j'ai lancé le jeu pour la première fois, il avait déjà fait ses pré-réglages ultra. Ouh, ça fait plaisir. Donc si vous voulez un très bon JRPG à la française, je vous recommande chaudement Maliki Poison of the Past. Like a boat lost at sea. Wow. Alors celui-là, je m'y attendais pas, hein. Stray Gods, c'est un jeu que j'ai vu passer vite fait sur Steam, en fait, et j'étais très curieux parce qu'il était vendu comme une comédie musicale en jeu vidéo avec des dieux. Rien que tout ça, le mélanger, what? Qu'est-ce que ça peut donner, quoi? Donc, on va suivre le personnage de Grace, qui va se retrouver avec l'âme d'une muse en elle, ce qui va lui conférer son pouvoir, et ça tombe bien parce qu'elle va devoir prouver son innocence en retrouvant le meurtrier de la muse en question. La particularité, si vous connaissez un petit peu la mythologie grecque, c'est que les muses sont liées à l'art, et en l'occurrence à la musique. Et c'est ça, justement, le pouvoir de Grace. Elle peut littéralement transformer son entourage en comédie musicale pour plus ou moins pousser les gens à aller dans une direction ou une autre. Niveau gameplay, au début j'ai cru qu'on était dans un visual novel, parce qu'on se contentait d'enchaîner les cinématiques et de temps en temps on avait un choix de dialogue à faire. Et c'est vraiment au bout de une petite heure qu'on commence à vraiment avoir plus de possibilités. En gros, on va avoir possibilité de se déplacer sur une carte, la capacité à fouiller certains endroits, mais le plus kiffant, c'est les comédies musicales interactives. Franchement, ça m'a foutu sur le cul. Parce que quand une séquence musicale se lance, vous pouvez choisir dans quelle voie orienter la conversation. C'est-à-dire plutôt réfléchie, plutôt agressive, plutôt empathique, etc. Et la musique va s'accorder à vos décisions. Parce que théoriquement, vous pouvez vous foirer et ne pas obtenir l'effet voulu. D'ailleurs, les chansons sont excellentes. Alors peut-être que le fait d'y participer activement, ça t'implique plus et du coup, t'apprécies d'autant plus, quoi. Mais j'ai vraiment adoré la plupart des musiques, même certaines qui m'ont foutu les larmes aux yeux. Parce qu'on est vraiment dans un concept où le pouvoir de chanter t'aide à faire sortir plus facilement ce que les autres ont sur le cœur. Et selon la direction dans laquelle tu vas les pousser, tu peux réussir à leur faire ce qui t'intéresse. Mais tu peux pas les forcer. Et pour bien les convaincre, il faut les connaître et surtout les comprendre. Donc il va vraiment falloir écouter et retenir tout ce qui est dit. Pour ce qui est des défauts, je dirais surtout que c'est au niveau technique que ça se passe. Vous vous en rendez facilement compte, l'animation des protagonistes est simpliste. C'est du niveau de ce que je fais moi sur mes vidéos. C'est-à-dire je prends une image de personnage, et en fonction du ton que j'emploie, je change d'image. Sauf que là en fait, il garde l'image d'avant superposée pendant une demi-seconde avant de disparaître. Ce qui, quand tu veux donner l'illusion d'un personnage qui se déplace, ok, là ça marche très bien. Sur un perso qui est immobile par contre, sinon, il n'y a pas de VF. Alors, vous allez me dire, c'est pas grave parce que la VO est quand même très qualitative.
et les chansons sont super belles telles quelles, et je suis totalement d'accord. L'inconvénient, c'est que si tu parles pas couramment anglais, tu dois quand même checker régulièrement les sous-titres. Et quand tu dois suivre les sous-titres de la chanson plus les sous-titres des choix que tu vas devoir faire, c'est un peu plus compliqué. C'est pas extrêmement difficile, mais y a quand même des moments où il faut réussir à lire plusieurs phrases en même temps, tout en réfléchissant aux meilleurs choix à sélectionner, pour pas faire de conneries. Et ça, s'il y avait eu de la VF, ça aurait quand même fluidifié le tout. Et malheureusement, les sous-titres français ont quelques coquilles. Alors, passe encore les quelques rares phrases non traduites, malheureusement il y en a, ou les petites erreurs sans gravité. Là encore, bon, c'est pas grave, t'as oublié un S à cette conjugaison, bon, tant pis, c'est pas grave. Mais il y a quand même eu un moment où un de mes choix a été induit en erreur. À un moment, j'ai demandé à ce qu'on s'occupe d'un personnage. Mais vu comment c'était écrit, pour moi, c'était s'occuper gentiment, quoi. Sauf que non, le jeu impliquait de s'occuper, quoi. En dehors de ça, c'est un excellent jeu, il se finit en à peu près 7 heures, et la rejouabilité, sans être infinie, faut pas déconner non plus, elle a quand même l'air assez conséquente. Donc perso, il est pas improbable que je retente l'aventure un de ces 4. En plus, il y a un DLC de dispo, mais voilà, perso, je l'ai pas testé, donc quoi qu'il en soit, c'est un très bon soft, et si vous ne connaissez pas Stray Gods, je vous le recommande très fortement. Alors, ce jeu a été testé sur émulateur PS1. Alors non, pas parce que je ne trouvais pas de version physique à un prix décent, c'est parce que je ne trouvais pas de version physique du tout. Les seuls que je voyais passer, c'était les versions japonaises. Pour un jeu considéré comme un des plus grands chefs-d'œuvre de son époque, c'est un peu dommage de le voir sombrer dans les abîmes vidéoludiques comme ça, quoi. Comme si ça ne suffisait pas, le jeu n'a jamais eu de version française. Il a été uniquement traduit en anglais. Et je vous cache pas que c'est un anglais assez soutenu, quoi. Moi, j'estime avoir un niveau relativement correct, on va dire. Mais je vous cache pas qu'il y a quand même eu des moments, il y avait des phrases, je captais pas intégralement ce qu'elle voulait dire. Valkyrie Profile est un JRPG qui vous met aux commandes de la Valkyrie Lynette. Le Ragnarok approche et elle se voit confier par Odin la tâche de rassembler un maximum d'âmes de grands guerriers afin de remporter la grande guerre contre les démons. Alors perso, j'aurais pas attendu la dernière semaine avant de mettre les Valkyries au turbin, mais bon. Chacun son truc. Nous sommes donc dans un simili open world, on a une world map que survole l'héroïne, et on va aller récolter les âmes de certains héros afin de les faire combattre dans des donjons pour améliorer leurs caractéristiques et en faire des Einherjar, je prononce certainement très mal, c'est-à-dire des combattants d'exception pour le Valhalla. C'est de la 2D en sprite particulièrement bien faite, notamment dans un bon nombre d'animations, que ce soit des personnages mais aussi des décors et des arrière-plans. Alors aujourd'hui, ouais, on peut se dire c'est un peu bof, mais pour l'époque, je rappelle que le jeu est sorti en 99, c'est somptueux, quoi. Maintenant, petit reproche à faire, le prologue est archi lent, putain. Je vous cache pas que vous allez vraiment devoir attendre 1 heure et demie avant que vraiment le jeu démarre, quoi. Et autant, je suis le premier à dire que oui, les didacticiels sont importants pour bien expliquer le fonctionnement du jeu aux joueurs, mais enfin, il y a peut-être des limites à pas dépasser non plus. Le système de combat est très cool. Contrairement à Tales of Berseria qui est vraiment c'est du combat en live et pourtant je me faisais chier comme pas permis à bourriner sans arrêt les mêmes touches. Alors que là j'ai vraiment eu la sensation d'avoir des combats épiques et paradoxalement mieux rythmés. Alors que c'est du tour par tour, quoi. En gros, il faut prendre en compte la position de votre personnage dans le groupe, parce que un guerrier qui est à l'avant ne peut pas aller taper un ennemi qui est à l'arrière du groupe. L'esquive et la parade sont automatiques, mais pas la contre-attaque. Si vous avez la capacité de contre-attaque, vous allez voir votre perso esquiver l'attaque, et c'est à vous de réagir à ce moment-là en appuyant sur la touche du perso. Et il y a des fois où il vaut mieux ne pas contre-attaquer au risque de se manger une deuxième tarte dans la tronche, quoi. Faut aussi prendre en compte certains points comme le rythme d'attaque. En gros, chaque perso est affilié à une touche. En fonction de là où il est placé, par exemple si vous mettez la Valkyrie à l'avant du groupe, il faudra appuyer sur carré pour qu'elle agisse. Si vous la mettez à l'arrière, il faudra appuyer sur cercle. En haut, ce sera triangle, etc., etc., quoi. Et vous pouvez très bien appuyer sur tous les boutons d'un coup pour que tous les persos attaquent en même temps, quoi. Et en fonction du rythme d'attaque, ça va faire plus ou moins vite grimper une jauge de coups
qui une fois qu'elle est remplie, bah permet de sortir une super attaque. Mais en contrepartie, il y a des passages où vous allez vraiment devoir bien réfléchir à qui attaque en premier. Genre, si vous tombez sur un mob bah, qui part extrêmement souvent, bah c'est... Ah là, utiliser les guerriers ou les archers, bon, ça marche pas super bien. Tandis qu'à l'inverse, un sortilège lancé par un magicien, ça c'est imparable. Donc, tu lances ton sortilège, et pendant que l'ennemi se mange le coup, il peut pas parer ni esquiver, donc, poum poum, et bah t'envoies les guerriers pour lui maraver la tronche. Et je pense que c'est à ce point ce qui en fait un excellent jeu, c'est que bah, quand venait l'heure, quand il était plus de minuit, et puis que vraiment il était temps pour moi d'aller me coucher, bah, j'avais pas envie de m'arrêter, quoi, j'étais dedans, quoi, sur la world map, on peut voler super vite. Oui, c'est débile comme argument, mais moi perso j'ai kiffé, donc c'est la première fois qu'un jeu me donne l'impression de me déplacer aussi vite que Superman. Donc voilà, j'ai kiffé, pour de la merde, mais j'ai kiffé. Sinon, dans les reproches, alors, un des gros problèmes que j'ai avec ce jeu, c'est la touche Start. Chaque fois que vous êtes sur la world map, en appuyant sur Start, l'Enet va se mettre à écouter. Ce qui permet de repérer, alors d'une part, les villes où tu peux recruter des âmes, mais aussi les donjons qui sont remplis d'ennemis où tu vas pouvoir t'entraîner, quoi. Ça. Et autant les donjons, une fois qu'ils sont apparus, bah, tu peux les retrouver n'importe quand, ça y a pas de problème. Par contre, les villes où tu as des héros à récupérer, eh ben j'espère que t'as bien noté le nom de la ville, parce que le jeu ne te le redonnera pas. L'autre inconvénient, après un certain nombre d'heures, c'est malheureusement une certaine répétitivité des combats. Alors certes, le système de combat est ultra bien pensé, bien foutu et ultra original, sauf que quand t'as plus de 40 heures de jeu dans les pattes, les enchaînements de farm au bout d'un moment ça commence à peser quoi. Notamment avec la tendance particulièrement chiante de l'Enet à répéter à chaque combat la même phrase, c'est To my side, my noble Einherjar. oui, au bout d'un moment, ta gueule, pitié, Si on avait pu ajouter une option pour lui faire fermer sa gueule, ça aurait été bien. Petite remarque, contrairement à mes habitudes, j'ai lancé le jeu en normal. Et jusqu'à au moins 12 heures de jeu, je trouvais le soft quand même assez simple, mine de rien. Il y a des passages un peu chauds, ok, mais dans l'ensemble, ça reste faisable. Oui, sauf que t'as des donjons, tu t'attends pas forcément à ce level pour les ennemis. Mais étonnamment, bah, c'est les niveaux que j'ai préférés. Parce que là, ça me forçait vraiment à réfléchir à une stratégie d'attaque, tout en modifiant régulièrement l'équipe pour que bah, tous les persos évoluent, quoi. Cependant, les pics de difficulté sont parfois quand même assez vénères, hein, à tel point que avoir la technique Guts pour tous vos personnages, c'est obligatoire. En gros, ça te donne une chance de ne pas crever lors d'une attaque fatale. Et tu gardes un PV, quoi. Il y a tellement d'attaques d'ennemis qui peuvent te one-shot tout ton groupe, que si tu n'as pas cette technique, tu peux pas finir le jeu. Pour moi, c'est impossible. Et ça, pour moi, c'est un mauvais équilibrage, c'est que des fois, tu vas tomber sur un ennemi, il a une attaque qui peut te one-shot tout ton groupe, sauf que lui, contrairement à tes persos, il aura pas de cooldown. C'est-à-dire qu'il peut réutiliser cette même attaque qui te wipe ton groupe à chaque tour. Mais c'est pas juste. Pourquoi mes magiciens, ils sont limités dans leurs sorts qui... en plus font beaucoup moins de dégâts que ceux des mobs, et pas ceux d'en face. Oui, d'ailleurs, comme je le disais, un héros qui est pas dans votre groupe, il gagne pas d'XP. C'est-à-dire que si vous le gardez dans votre sacoche d'inventaire, on va dire, bah il évolue pas. Faut vraiment le faire combattre pour qu'il gagne de l'XP. Et ce qui est rageant, c'est que tu peux pas demander un changement pendant le combat. J'aurais bien aimé que pendant un fight un peu complexe, bah tu puisses dire, bon bah non, ce personnage-là, il est pas très efficace, donc je l'enlève du groupe et je le remplace par un autre, quoi. Techniquement, toutes les âmes sont avec la Valkyrie, donc je vois pas trop ce qui l'empêchait de le faire, quoi. Les niveaux peuvent être très labyrinthiques, soyez prévenus. Même si la carte en 3D entre guillemets, hein, qui est fournie avec, elle est quand même suffisamment bien fournie. En gros, les donjons sont en 3 dimensions. C'est-à-dire que tu vas avoir une zone, hein, et puis tu peux aller vers l'avant ou vers l'arrière, ce qui te fait accéder à un autre panel de donjons. En fait, c'est vraiment, les donjons ont plusieurs niveaux et plusieurs étages. En gros, c'est divisé en plusieurs strates, avec des chemins précis pour passer de l'une à l'autre. Bon, ça m'a pas toujours fait plaisir parce que il y a eu des fois où j'étais paumé et que j'arrivais pas à trouver le boss, et c'est regrettable que une fois que tu l'as vaincu, bah t'es obligé de te retaper tout le donjon en sens inverse pour ressortir. C'est pas un truc en mode t'as vaincu le boss, c'est bon, est-ce que tu veux retourner à la sortie? Non, c'est plutôt t'as vaincu le boss, c'est bien, bon courage pour retrouver ton chemin. Autre petit souci, hein, oui, il y en a beaucoup, c'est pas mal de petits soucis, mais voilà. Alors oui, j'ai adoré le jeu au point qu'il soit dans mes tops, mais
il y a quand même des points à noter, quoi. Dans la session interchapitre, Freya va régulièrement vous demander des héros avec des compétences spécifiques. Et là encore, bah, vous avez intérêt à tout bien noter pour savoir ce qu'elle veut, parce que le jeu, il vous le rappellera pas. Mais aussi, bah, vous savez pas forcément si vous avez bien rempli ses exigences. En fait, vraiment, t'avais des moments où tu fais, ok, alors lui, je considère qu'il répond à toutes les compétences demandées, ok, tiens Freya, je te le donne. Merci. Et du coup, il est bon ou Freya? Comment ça, elle est déjà partie? Autre truc très chiant, hein, c'est que vous n'avez accès aux menus et aux inventaires qu'en appuyant sur la touche triangle. La touche Start, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle ne sert qu'à une chose, c'est à écouter sur la world map. Et là, vous devinez probablement quel est le souci. Quand t'es sur la carte, tu te dis, bon, je vais peut-être sauvegarder à l'MPOT parce que bah, il est plus de minuit, donc par réflexe, tu appuies sur Start, ce qui enclenche une cinématique impassable, et éventuellement va te demander de noter des infos en plus avant de partir, parce que, encore une fois, il te rappelle, le jeu te les rappellera pas, hein, il donne des infos, tu les as pas notées, tant pis pour ta gueule. Et enfin, en termes d'intrigue, je suis assez dubitatif, parce que pas mal d'éléments de l'intrigue principale ont l'air assez importants, et en fin de compte sont très peu expliqués. Alors oui, je n'ai eu que la fin normale, hein, parce que normalement tu as plusieurs fins, dont une good ending, celle qui apparemment explique beaucoup plus de trucs. Sauf que pour l'avoir, il faut faire certaines actions précises à certains moments clés du jeu. Traduction, si tu le sais pas d'avance, tu pourras jamais les débloquer. Et j'ai trouvé ça franchement dommage. Néanmoins, pour un jeu de 1999, eh bah c'est un putain de banger. Je sais pas si j'aurais vraiment pu y jouer à l'époque, parce que mon anglais était vraiment mauvais à cette période, mais s'il n'y avait pas eu la barrière de la langue, je pense que Valkyrie Profile m'aurait imposé des putains de standards en termes de qualité de jeu vidéo, beaucoup plus tôt que je n'ai fini par en développer. Quoi qu'il en soit, si les JRPG rétro, mais malgré tout très inventifs, vous tentent, je ne peux que vous conseiller Valkyrie Profile. Ce titre nous met dans la peau d'un nettoyeur de la mafia. C'est-à-dire le gars qui va arriver après un carnage, se débarrasser des corps et nettoyer les lieux, histoire que, donner l'impression que il s'est jamais rien passé, quoi. C'est un jeu à la première personne, et contrairement à la plupart des jeux vidéo, l'objectif, c'est de s'assurer qu'il n'y ait aucune goutte de sang. Chaque mission va vous demander d'aller nettoyer des endroits de plus en plus grands, tout en gardant en tête que plus vous ferez un travail correct, mieux vous serez payé, sans parler du fait que si vous trouvez des objets de valeur sur votre chemin, personne vous posera de questions. Il y a un fil rouge, histoire de dire que le héros est pas juste un criminel, hein, c'est vraiment il est surtout là pour payer le traitement médical de sa fille, donc vous incarnez pas un monstre non plus. Le jeu est très bien foutu. Sans déconner, j'ai vraiment kiffé mes parties, quoi. J'avais peur que ça devienne répétitif au bout d'un moment, mais pas du tout. Parce qu'on est vraiment systématiquement à essayer de vérifier que, voilà, on a tout bien nettoyé, que tout est bien rangé en ordre et tout, on a une liste d'objectifs à faire qui est régulièrement mise à jour, et vous avez en prime droit à un speeder sense de concierge, on va dire, qui vous permet de repérer plus facilement les tâches. Plus vous allez gagner d'argent, plus vous récoltez de points d'expérience, que vous pouvez dépenser pour acquérir du nouveau matériel, mais aussi de nouvelles compétences. Genre, truc très con, si vous marchez dans une flaque de sang par exemple, vous allez laisser des empreintes de pas, empreintes qu'il va falloir renettoyer derrière. Et vous pouvez débloquer la capacité de diminuer, voire carrément d'annuler les empreintes de pas. Vous pouvez améliorer votre serpillière, votre éponge, votre pulvérisateur d'eau, etc., etc. Est-ce que j'ai des reproches? Pas beaucoup. C'est juste que parfois la physique a des réactions un peu bizarres avec les corps dont il faut se débarrasser, mais voilà, c'est vraiment le seul gros défaut que j'ai eu à lui reprocher, quoi. Mais dans l'ensemble, c'est pas particulièrement gênant, quoi. Maintenant, je regrette que le jeu soit pas allé plus loin. Déjà, vous n'avez que 9 niveaux à nettoyer, hein, c'est... Ok, ça nous occupe un moment, mais bon... j'aurais pas été contre quelques niveaux de plus, quoi. Et aussi, je regrette qu'il soit pas possible d'aller plus loin dans le délire. Genre, oui, effectivement, on se débarrasse des cadavres, on les évacue de la scène de crime, mais on en fait quoi après? Genre, on les balance dans l'acide, ou on les découpe en morceaux, ou... Je sais pas. Vraiment, c'est littéralement, on les fout dans la camionnette et on n'en entend plus jamais parler. Parce qu'autant les déchets dans les sacs poubelles, bon, tu les balances à la déchetterie, personne ne va poser de questions, quoi. Tandis que des cadavres, c'est un peu plus chaud à évacuer quand même. Alors après, il y a bien le prologue, que vous pouvez tester gratuitement,
J'espérais une mission originale, mais non. C'est une mission qui est déjà présente dans le jeu de base, donc si vous avez déjà joué au jeu principal, le prologue, il est pas très intéressant, quoi. J'ai également pu tester le mode Nightmare, qui a été mis en place cet été, il me semble, et qui consiste à refaire les niveaux, mais cette fois dans une difficulté supérieure, avec beaucoup plus de trucs à nettoyer, tout en leur donnant un aspect un peu plus surnaturel. Voilà. T'as quelques énigmes en plus, t'as plus de trucs à nettoyer, t'as parfois carrément des endroits qui sont modifiés, donc c'était une très bonne expérience, et ça double la durée de vie du jeu. Enfin, et après, il me semble qu'ils ont prévu, alors sur leur roadmap, hein, il me semble qu'ils ont prévu justement de rajouter des niveaux supplémentaires, mais voilà, ça visiblement c'est pas encore pour tout de suite, quoi. Maintenant, est-ce que ce sera vraiment inclus en plus dans le jeu de base, ou est-ce qu'il faudra vraiment les racheter en DLC? Ça, j'avoue que je sais pas. Éventuellement, faudra peut-être optimiser un peu plus le jeu, notamment le mode Nightmare, parce que je trouve qu'il y a encore quelques bugs qui traînent. Mais dans l'ensemble, c'est une très très bonne expérience, et je vous invite à tester Crime Scene Cleaner. Alors, ce jeu-là, j'admets que ça n'a pas commencé sous les meilleurs auspices. Pire, j'ai failli le bazarder pour plusieurs raisons. La première étant que le jeu est intégralement en anglais. Voilà, le jeu n'a jamais été traduit officiellement. Et franchement, je sortais de Valkyrie Profile, j'avais pas du tout envie de me remettre sur un jeu où j'allais pas forcément tout comprendre à cause de la barrière de la langue. Donc déjà, ça me donnait pas envie de commencer. Sauf que, juste après, je me suis rendu compte que le jeu avait eu un patch non officiel qui traduisait le tout en français. J'ai pas trop galéré à l'installer, par contre, ça traduit pas l'écran titre. Ce qui peut vous pousser à croire que ça a pas marché en fait. L'autre souci est que le jeu ne vous donne pas accès aux paramètres du titre. Par exemple, en général, si vous voulez modifier les graphismes, vous allez dans Options, Graphismes, et voilà, vous pouvez un petit peu modifier ce qui vous chante. Là, non. Pour modifier des trucs du genre, vous devez aller dans le dossier racine du jeu pour lancer le launcher, qui est le seul endroit où vous pouvez modifier les graphismes et tout ça, quoi. Vous n'y avez pas du tout accès dans le jeu. Bien, alors, Valkyria Chronicles nous amène dans un monde alternatif dans les années 1930, on va dire, où nous suivons des protagonistes d'un pays neutre, coincés entre la Fédération Atlantique et l'Alliance Impériale. Sauf que l'Empire a décidé de mener sa campagne en marchant littéralement sur le petit pays neutre, vous forçant à vous enrôler pour la guerre. Le jeu a un style de cel shading qui est vraiment très sympa. Ça fait vraiment comme un petit animé en fait. Niveau gameplay, alors je vous le dis tout de suite, c'est du tour par tour en vision à la troisième personne. Je sais pas si je suis clair. En gros, vous commencez votre tour sur la map du territoire, vous sélectionnez une unité, ce qui vous fait passer en vision à la troisième personne, et vous avez une jauge de mouvement limitée pour vous permettre de déplacer votre unité, la mettre à l'abri, tirer sur les ennemis, etc., etc. Vous avez la possibilité de viser manuellement, mais il y a toujours un petit pourcentage de chance qui intervient. Je dirais cependant que ce n'est qu'à partir du chapitre 3 qu'on commence à vraiment toucher ce qui fait l'intérêt du jeu. Vous allez obtenir votre tank, le protagoniste arrive à la caserne militaire où vous allez pouvoir engager des recrues, dépenser l'XP obtenu sur les champs de bataille pour les entraîner, ou utiliser des points d'amélioration pour upgrade les armes, les défenses, etc., etc. Encore plus tard, vous pourrez acheter des chapitres facultatifs à la journaliste de guerre, recevoir des médailles en fonction de vos agissements sur le champ de bataille, etc., etc. Ceci dit, les recrues, parlons-en. Il va falloir faire gaffe à leur potentiel. En gros, chacune va avoir un ou plusieurs traits qui peuvent leur apporter des bonus ou des malus en fonction de la situation ou de l'environnement. Certains vont être allergiques au sable, donc c'est pas une bonne idée de les amener dans le désert. Il y en a qui ont des phobies, donc faut pas les envoyer n'importe où. T'en as certains qui vont apprécier d'être entourés de compagnons, t'en as d'autres qui au contraire sont des loups solitaires, donc ils préfèrent quand ils sont tout seuls. Il y en a qui vont avoir des avantages ou des inconvénients face à certains types d'adversaires. Un truc qui m'a bien fait marrer, à un moment, je recrutais des ingénieurs. Je tombe sur une meuf, elle avait les potentiels aime les femmes et misandre. En gros, quand elle est entourée de femmes, elle est beaucoup plus efficace, mais s'il y a des mecs dans la zone, elle perd en précision. D'ailleurs, chaque recrue est unique. C'est pas le jeu qui a fait des créations aléatoires ou des trucs que tu peux modifier toi à ta guise. Non, non, c'est vraiment des personnages, ils ont leur nom, leur histoire, voilà, et tu peux pas les changer. Donc faut se dire que s'il y en a un qui crève, eh ben c'est définitif, vous avez perdu quelqu'un d'important.
La seule exception étant évidemment les leaders, hein, qui eux ne peuvent pas mourir sur le champ de bataille. Bon, après, mini reproche, tu sais pas forcément à quoi tu vas avoir affaire sur le champ de bataille, et comme tu dois sélectionner une unité limitée de soldats, en fait, c'est... Bah, t'aimerais bien savoir, est-ce que je prends plus de snipers, est-ce que je prends plus d'ingénieurs, c'est un peu chiant. Après, on peut toujours me sortir l'excuse du oui, mais bah, dans une vraie guerre, bah, tu sais pas toujours sur quoi tu vas tomber, quoi, donc tu peux t'arriver des retournements de situation très injustes. Oui, c'est vrai. C'est pas un argument que je considère recevable pour un jeu vidéo. Le but principal, ça reste quand même de s'amuser, hein, faut pas l'oublier. Mais je reconnais que pour certains, c'est un argument valable. Après, le jeu a-t-il des défauts ? Bien sûr. Le principal, c'est les murs invisibles. En gros, le personnage que tu contrôles peut pas aller partout. Il y a des endroits où t'as l'impression que tu peux aller, et en fait, non, tu peux pas avancer plus. Sauf que le problème, c'est que bah, tu peux pas annuler ton action si tu te rends compte que t'as fait une connerie. Et donc si tu te rends compte que, oh merde, tu peux plus avancer, et t'as plus assez de jus pour revenir en arrière pour te mettre à l'abri, là t'es à découvert. Bah c'est un peu chiant. Ou alors quand les murs invisibles, ce sont tes coéquipiers. Je vous donne un petit exemple. J'ai rassemblé toutes mes unités derrière le char, pour les protéger des tirs, je veux alors utiliser mon commando. Manque de bol, il peut pas avancer parce que le lancier sur sa gauche, bah, il est trop près et du coup il peut pas bouger. C'est ton perso, il court dans le vide comme ça. Donc vous avez deux solutions. La première, c'est de contourner votre allié. Sauf que je vous le rappelle, les déplacements sont limités. Donc c'est pas à votre avantage de faire ça. Ou alors, vous pouvez faire bouger votre allié, comme ça votre commando peut agir librement. Ce qui est encore pire. Dans un même tour, vous pouvez utiliser plusieurs fois le même personnage pour... voilà, tant que vous avez des points d'action, de toute façon, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Le problème étant que plus vous allez utiliser un personnage dans un même tour, plus il va se fatiguer. Ce qui fait que à chaque fois que vous allez réutiliser un personnage, le niveau max de sa jauge de déplacement, bah, il va être de plus en plus réduit. Ce qui fait que le perso peut aller de moins en moins loin. Et là, vous voyez où est le problème. En gros, je dépense un point d'action pour bouger mon commando. Et je me rends compte que le lancier me bloque, donc je peux pas avancer, j'ai dépensé un PA pour rien. Je reviens sur la map, je redépense un point d'action pour incarner le lancier et le faire se déplacer, là, on en est à 2 points d'action, puis je reviens sur la map et je redépense un point d'action pour déplacer le commando, donc j'ai dépensé 3 PA pour une action qui n'aurait dû m'en demander qu'un seul. Mais c'est pas fini. Vu que c'est la deuxième fois du tour que j'ai utilisé mon commando, même si je l'ai pas fait bouger la première fois, bah il est quand même fatigué, son maximum de déplacement a été réduit, et donc il ira moins loin que prévu. Ça, dans un jeu qui est quand même assez exigeant, laisser traîner un défaut pareil, ça donne envie d'insulter les développeurs. Autre point assez dommage, ce sont les escarmouches. En gros, ce sont des batailles additionnelles, hein, que tu peux faire histoire de grappiller davantage d'XP et de fric, hein, ce qui est hyper important pour survivre. Le problème, c'est que ce sont les cartes des missions principales, donc littéralement tu refais les mêmes niveaux pour regagner de l'XP. Ce qui fait que ok, tu peux les recommencer autant de fois que tu veux pour t'améliorer, mais c'est toujours la même chose quoi, c'est un peu dommage. Et je me suis rendu compte que le jeu avait la réputation d'être extrêmement difficile, limite complètement injuste. Et voilà, si vous suivez la chaîne, vous savez que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas rager, hein. J'aime bien les challenges, mais les challenges à la cool. Raison pour laquelle je joue souvent en facile, parce que voilà, moi si je joue, c'est pour m'amuser, c'est pas pour m'énerver. Du coup, le Valkyria Chronicle, mais j'ai dû rager dessus comme pas permis. Pas du tout. Franchement, pas du tout, quoi. Et honnêtement, je vois pas en quoi le jeu mériterait une réputation pareille. Mais alors vraiment pas. Alors oui, bien sûr, il y a des points de difficulté, mais pas à ce point, quoi. Genre, la 2e ou 3e mission, je crois, c'est le... Ouais, effectivement, elle, pour un novice, pour quelqu'un qui débute, elle est assez compliquée. Ça, je le reconnais. Et c'est probablement la première que vous allez recommencer, mais vraiment plusieurs fois. Mais par la suite, quand vous avez vraiment toute une unité à diriger, ça reste globalement facile. Globalement, hein. Ouais, parce que comme je vous l'ai dit, il y a des missions... Quand elles arrivent, tu serres les dents, les fesses et tout ce qui est possible de serrer. Parce que certaines séquences sont effectivement assez punitives. Hein, j'ai perdu certaines de mes recrues, mais vraiment pour des grosses conneries, quoi. Et vraiment, quand c'est arrivé, j'étais en mode, mais putain de merde! Et vos recrues, vous en avez pas un nombre infini. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si elles se sont toutes fait tuer, vous serez vraiment tout seul parce que vous pourrez plus en avoir. À l'exception des leaders, bien sûr. Sauf que cette difficulté, à mes yeux, elle est pas si atroce que ça. Déjà, j'en ai entendu se plaindre que le jeu ne demandait pas de la stratégie, mais uniquement de la chance. Je suis absolument pas d'accord.
Alors oui, il y a un effet chance avec la précision des armes, ce que tu peux assez facilement régler en allant régulièrement améliorer ton matos, les potentiels qui se déclenchent quand ils veulent et pas forcément quand il faut, mais dans l'ensemble, le choix de tes recrues et la manière dont tu agis sur le terrain, bah ça a un vrai impact sur ta réussite ou ton échec. Et en plus de ça, ok, il n'y a pas de checkpoint dans le jeu. C'est-à-dire que si tu meurs à littéralement 10 secondes de la fin de la mission, tu recommences toute la mission. Et là, oui, quand tu connais le côté punitif et certains trucs, tu fais... C'est vicieux quand même, là. Sauf que tu peux sauvegarder manuellement à n'importe quel moment. C'est-à-dire que si tu veux la jouer ultra prudent et sauvegarder à chaque fois que tu dépenses un point d'action, tu peux le faire. Quand je m'en suis rendu compte, j'avoue que ça m'a énormément surpris et pas mal rassuré en fait, c'est parce que ça te simplifie énormément la tâche. Et même sans ça, je considère que même quand le jeu t'envoie des petits coups de pute dans la gueule, il reste quand même relativement soft. Petit exemple, avec une des premières missions où ça commence vraiment à chauffer pour votre cul, quoi. C'est celle où vous affrontez un tank géant. J'arrive à éliminer tous les soldats et l'armement et tout l'armement fragile du tank, et du coup le jeu dévoile les 3 points faibles du tank. Ok, j'en dégomme 2, et là débarquent des renforts ennemis avec une masse de points d'action, et en prime, une Valkyrie, totalement invulnérable et qui peut te one-shot tes soldats. Magnifique! Alors heureusement, une fois que c'est mon tour, j'arrive à éliminer tous les soldats de base, hein, donc il reste plus que la Valkyrie et le tank géant. Là vraiment, j'étais en sueur, hein, j'étais en mode oh putain, ok, je vais peut-être pouvoir m'en sortir. Et là c'est leur tour. Sauf que bah ils ont toujours la quantité abusive de points d'action, ce qui fait que bah dès qu'ils commencent à jouer, je me suis dit bon bah c'est game over. Je peux plus rien faire, là c'est ils vont pouvoir jouer autant qu'ils veulent et ils vont me massacrer. Sauf qu'en fait, le jeu est fair play. En fait, comme ils considéraient que virtuellement il me restait que 2 adversaires sur la map, ils faisaient agir une fois le tank, une fois la Valkyrie, et après ils me disaient c'est bon, c'est ton tour, tu peux jouer. Alors qu'il aurait pu littéralement me défoncer sur place sans que je puisse réagir. En vrai, si le jeu avait pas été fair play comme ça, ouais, j'aurais été d'accord, j'aurais dit que bon, la difficulté est trop abusive, c'est complètement injuste, c'est injouable. Mais c'est pas le cas. Et du coup, bah, ça marche très bien. Alors attention, je vais pas être du genre à vous dire que oui, ceux qui se plaignent de la difficulté, c'est qu'ils ne savent pas jouer, Non, on a tous des niveaux de tolérance différents à la difficulté. C'est comme la tolérance au piment, il y en a qui apprécient les trucs très forts et d'autres qui supportent pas. Et moi-même, quand je considère que la difficulté est mal dosée, je rage. Franchement, je rage, je m'énerve et j'insulte les développeurs. Mais pour Valkyria Chronicle, honnêtement, je ne vois pas où est la difficulté. Oui, quand tu commences le jeu, que tu maîtrises pas les mécaniques et que tu tombes dans certains pièges, là oui, c'est normal que tu te fasses avoir. Et c'est vrai que certains retournements de situation qui augmentent la difficulté d'un coup, voilà, c'est pas forcément le truc le plus joyeux du monde. Et si t'entraînes jamais tes soldats, que tu améliores jamais ton matériel, bah évidemment que plus le jeu avance, plus tu vas avoir du mal. Mais c'est tout. A l'inverse, si vous le comparez à XCOM, je considère XCOM plus coriace que Valkyria Chronicle. Petit bémol quand même pour le boss de fin, qui m'a fait chier. Clairement il m'a fait chier. Pas parce qu'il était dur, hein, juste qu'il était chiant. En gros c'est le principe de l'ennemi est invincible, donc il faut détruire plusieurs tours d'énergie pour abaisser le bouclier et pouvoir lui faire du dégât, quoi. En soi c'est pas problématique, sauf que les tours en question se réactivent à chaque turn, que le boss est extrêmement résistant et donc même en le bombardant de missiles, bah il prend très peu de dégâts, et en plus de ça, il se régène à chaque tour. Et malgré ça, j'ai pas trouvé le combat dur. Par contre, j'ai trouvé pénible, parce que il m'a fallu une quinzaine de tours pour le battre, tellement c'était long et chiant. Alors, autre regret, bon, personnel là j'avoue, j'aurais aimé qu'on puisse utiliser la Valkyria dans certaines missions. Certains vont me dire, bah non, ce serait complètement cheaté. Bah ouais, justement. Moi, tu me dis qu'une fois que t'as fini le jeu, tu peux utiliser la Valkyria pour rouler sur tous tes ennemis. Mais je vais me faire plaisir. Effectivement, ça va peut-être devenir beaucoup trop facile et au bout d'un moment, bah, ça va être chiant. Mais juste pour le fun, pour quelques missions, de pouvoir vraiment rouler sur les ennemis, pour moi, ça aurait été cool. Bref, pour moi, ça a été une de mes meilleures expériences vidéoludiques de 2025, et je vous encourage plus que fortement à découvrir Valkyria Chronicle. Et il est maintenant temps de passer au numéro 1. Clair, obscur, trouble de
évidemment, il y avait vraiment un suspense pour qui que ce soit sur le meilleur jeu de l'année. Alors, je vais être franc, à l'origine, Clair Obscur, c'est juste un visuel qui m'a hypé. C'était une image que j'avais vue passer sur Steam, qui représentait le personnage de Maël. Il m'a rien fallu de plus, je l'ai mis en wishlist, je savais que dalle du jeu. Et la hype a pas cessé de monter autour du titre, pour moi aussi d'ailleurs. Sauf qu'en fait, tout le monde en disait tellement de bien à l'avance, c'est avant même qu'on puisse que le jeu soit sorti, que j'ai décidé de me couper de toutes les informations sur le jeu. Vraiment, je ne voulais rien savoir et me lancer dans le jeu en total ignorant. Et je ne pourrais que vous inciter à faire pareil, parce que pour moi ça a vraiment été une excellente expérience. Raison pour laquelle je ne dirais strictement rien du scénario. C'est même pas un résumé que dalle, vous voulez savoir de quoi ça parle, jouez au jeu. De toute façon, c'est un banger, point. Et oui, Clair Obscur est un JRPG français, comme Maliki. Donc ça fait 2 JRPG français en un an, ça c'est... C'est-à-dire que vous allez contrôler plusieurs personnages et mener des combats en tour par tour. À quelques détails près, mais j'y reviens plus tard. Je vais néanmoins commencer par énumérer les défauts du titre. Ouais, le soft est putain d'exceptionnel, mais bon, il y a quelques petits défauts quoi. Par exemple, la motion capture est absolument impeccable. J'ai rarement vu des personnages aussi beaux et aussi vivants. Même s'ils sont un peu poker face pendant les simples dialogues quoi. Et encore, pas toujours. C'est cependant un peu chiant d'avoir toujours quelques défauts techniques, genre ma némésis habituelle, les textures qui se traversent, genre le bras qui passe à travers le vêtement, ou la main qui pince à côté de la rose qu'elle est censée tenir. Et il m'est arrivé une fois en 50 heures de jeu de me retrouver bloqué dans le décor. Mais bon, le titre fait des save auto assez régulières, donc voilà, ça va pas poser plus de problèmes que ça quoi. Je suis cependant un peu plus dubitatif sur la présence de bugs de pixels. Je sais pas si c'est le bon terme, En gros, pendant les cinématiques, lorsque tu as une transition d'un plan à un autre, on va avoir quelques résidus de pixels, mais pendant un battement de cils, quoi. C'est pas gênant outre mesure, mais c'est pas génial non plus. Voilà. Après, est-ce que c'est un bug spécifique à la version PS5 ? Je ne sais pas. Donc voilà, si vous avez testé sur d'autres supports, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. J'ai aussi eu quelques petits ralentissements, là encore toujours dans les cinématiques, je suis pénible. Au niveau de la VF, qui est globalement excellente, ça je le dis tout de suite, la VF, le doublage VF est excellent. J'ai juste un reproche à faire pour ce qui est des doubleuses de Lune et de Ciel, qui sont très bonnes dans le rôle, je dis pas le contraire, mais elles ont un timbre de voix qui est très similaire, ce qui fait que quand je ne voyais pas laquelle des deux ouvrait la bouche, je savais pas laquelle était en train de parler. Pour ce qui est de la partie gameplay, c'est dommage qu'on puisse pas changer de personnage pendant un combat. Quand tu te rends compte que t'as un de tes persos qui est pas du tout équipé pour faire face au Gugus d'en face, t'aimerais bien pouvoir dire bon ok, toi tu vas en repli et puis on échange quoi. Quitte à ce que pendant un tour, t'es un perso en moins quoi. Mais non, tu peux pas remplacer par un perso en réserve, c'est dommage. Pour les pictos, j'aurais aimé un inventaire un peu plus fluide et pratique. Alors au début ça va, sauf qu'au bout d'un moment t'en as tellement que t'es complètement noyé sous la masse, j'aurais aimé un peu plus de filtres ou de moyens de bien ranger le truc quoi. Je regrette aussi qu'on ait droit qu'à 6 attaques par perso. On aurait pu, je pense, avoir un panneau supplémentaire qui aurait garanti un total de 9 attaques par perso quoi. Je trouve que ça aurait été bien. Après, les séquences de plateforme, sont assez rigides, on va pas se mentir. Mes persos, elles m'ont pas dérangé plus que ça. J'aurais pas été contre un peu plus de checkpoints pour certaines, mais dans l'ensemble ça allait. Encore un reproche assez personnel, c'est le placement du endgame. En gros, une fois le dernier boss du deuxième acte vaincu, vous avez la possibilité de vous rendre dans une zone pour commencer le dernier chapitre de l'histoire. Ou alors vous pouvez vous balader à votre guise sur la map pour explorer tout ce qu'il y a à découvrir et maxer les compétences de vos personnages. Alors à mon sens, j'aurais plutôt incité les joueurs à aller directement au chapitre final avant de leur laisser expérimenter le endgame. Parce que faire le endgame avant le boss final, déjà ça te cheat, littéralement le dernier boss, et je l'ai pas one shot mais presque. Pour un climax final, ça fait un peu pétard mouillé quand même. Sans parler du fait que le endgame, il se fait pas en 5 minutes. J'ai fini l'acte 2, j'en étais à peu près 20-25 heures de jeu, je crois. Quand j'ai fini le endgame pour m'attaquer à la dernière partie de l'histoire, j'en étais à 57 heures. Donc c'est littéralement un blanc de pratiquement 30 heures pendant lesquelles je me suis complètement coupé du scénario. Alors que dans les faits, on n'aurait pas dû avoir de pause.
Donc mon conseil pour les joueurs qui n'en sont pas encore là, attendez d'avoir fait le 3e chapitre avant de vous attaquer au endgame. Pour moi, je pense que on peut mieux apprécier le jeu comme ça. Et enfin, dernier reproche, mais qui là m'a vraiment énervé, c'est un mini-jeu que je trouve excessivement mal géré. En gros, c'est sur une des plages gestrales où il faut jouer une espèce de beach volley, mais sur des radeaux. Sauf que ton perso peut rater sa cible, ce qui en soi est pas trop gênant. Mais il y a un cooldown dans ton attaque. Donc il faut calculer ton coup comme un putain d'ordinateur, et en plus, ton adversaire te spam. Ce qui fait qu'à la moindre hésitation ou erreur, c'est mort. Franchement, j'ai insisté pendant 1 heure entière avant de complètement abandonner en mode nique-toi, je retouche plus jamais à ce mini-jeu de ma vie, quoi. Bon, je pense qu'on en a fini avec les plus gros défauts que je pouvais imputer au jeu. Passons donc maintenant aux qualités. Le jeu est magnifique. Une des raisons pour lesquelles j'ai voulu jouer sur PS5, c'est que malgré l'upgrade de mon PC, la carte graphique reste insuffisante pour le niveau recommandé. Et je vous avoue que si j'ai fait un upgrade, c'est parce que j'en ai un peu ras-le-bol de sans arrêt mettre les graphismes en faible. Donc j'ai préféré jouer sur console. L'histoire est vraiment excellente. Les personnages sont à la fois vivants, super bien écrits et extrêmement attachants. Les musiques aussi me sont absolument magnifiques. Quant au système de combat, c'est un des plus fun, sinon le plus fun que j'ai jamais pu expérimenter dans un JRPG au tour par tour. Vous allez pouvoir choisir vos actions lorsque c'est votre tour, bien sûr, mais la particularité vient du tour ennemi pendant lequel vous avez la possibilité de réagir pour parer ou esquiver ses attaques. Est-ce que c'est cheaté ? En jouant très bien, oui, ça peut l'être, parce que voilà, si vraiment tu joues extrêmement bien, que tu pares toutes tes attaques, tu peux ne jamais te faire toucher du combat. Ça c'est... Ce qui effectivement est très gratifiant. Maintenant, si vous me dites que vous avez réussi à faire tout le jeu sans jamais vous manger un seul nion, soit vous êtes un tryharder qui a passé 500 heures dans le jeu au point de connaître tous les combos par cœur, soit vous mentez. Voilà. Parce qu'il faut vraiment savoir à quel moment appuyer sur la bonne touche. Il n'y a rien qui vous l'indique. Enfin, les attaques simples, du moins. Faut deviner selon les mouvements de l'adversaire. Parfois, il faut réagir en fonction des sons que tu vas entendre. Voilà, soit c'est visuel, soit c'est sonore, donc c'est très sensoriel comme réaction. Après, oui, tu as d'autres styles de parade ou d'esquive, genre par exemple le saut, où là, vraiment, le jeu va faire apparaître un certain symbole pour te faire dire, voilà, pour celui-là, pour l'esquiver, faut pas appuyer sur esquive ou parade, faut appuyer sur X, il me semble, pour sauter et échapper à l'onde de choc. Sauf que rien ne te dit si tu dois appuyer dès que le logo apparaît, ou au contraire, attendre un certain temps. Ça, de toute façon, tu peux le savoir que après un certain nombre de tentatives. Donc, le jeu va vraiment vous forcer à bosser vos réflexes, ça c'est clair. Parce que, ok, le mode facile, il diminue de beaucoup les dégâts de vos adversaires, mais enfin, ça l'empêche pas de parfois faire très 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 mal. Donc, c'est pas juste avoir les réflexes, faut vraiment connaître les ennemis et leurs patterns. Et comme le jeu va systématiquement vous demander d'être prêt à réagir pour vous en sortir au mieux, et bah tu te lasses beaucoup moins vite. Je vais pas trop aborder le concept des pictos et des lumina, mais ça reste un système de sélection de buffs particulièrement appréciable. Alors au début, je vous cache pas que c'est assez technique à comprendre et à maîtriser, ça va quand même vous demander un brin de réflexion, mais alors une fois que vous maîtrisez le concept, miam. D'ailleurs, parlons un peu de la difficulté. Étonnamment, moi qui suis un adepte du mode facile, j'ai fait la grande majorité des 2 premiers actes en normal. Sauf qu'arrivé au boss final de l'acte 2, j'en ai eu marre, je l'ai mis en facile. Notamment parce que il a un combat en 2 phases, et si jamais tu crèves dans la 2e phase, alors qu'il lui restait que 2 PV avant de clamser, et bah tu recommences depuis le début de la première phase. J'avais déjà subi ça avec le boss d'avant, et lui en plus il avait une cinématique impassable entre les 2 phases, donc non, j'ai subi ça suffisamment longtemps, je vais pas me le retaper une 2e fois. Donc à partir de là, j'ai mis en mode facile, et clairement il y a une différence, parce que le mode facile, sans être simpliste pour autant, non seulement les ennemis font moins de dégâts, mais en plus t'as beaucoup plus de temps pour réagir à leurs attaques. Pas au point de pouvoir appuyer sur le bouton n'importe quand, il y a quand même un timer, il faut toujours faire gaffe. Et quand je suis arrivé au endgame, je me suis dit que j'avais vraiment bien fait de mettre en facile. Oui, parce que j'ai encore un petit défaut à ajouter, c'est que la plupart des ennemis du endgame sont des putains de sacs à PV. Alors vous allez sûrement dire, oui mais c'est normal, il y a un niveau précis pour les attaquer, augmenter ton niveau de la bonne façon, Alors perso, je trouve pas que ce soit très raccord avec le fait de pouvoir faire ce que tu veux dans l'ordre que tu veux, mais bon, c'est ok. Sauf que les niveaux des lieux, ils sont pas indiqués. C'est-à-dire que tu peux très bien aller dans un truc et te dire, bon bah,
ça va, j'ai à peu près l'air d'avoir le niveau, et puis en fait non, pas du tout. Donc c'est littéralement du petit bonheur à la chance. Hein. Ou alors tu vas checker la solution sur le net. Pour l'exemple, j'ai commencé en allant la Tour Éternelle, je crois. Donc vraiment le truc qui te propose des combats en arène. Alors cool, je vois que j'ai le niveau pour me battre. Ça m'a pris des plombes, mais vraiment de vraies heures, tellement je faisais peu de dégâts. Et pour moi c'est ça le gros défaut du endgame, c'est que au bout d'un moment tu fais que ça quoi, c'est des combats, et puis au bout d'un moment ça commence à lasser quoi. Enfin, gardez quand même en tête que c'est une lassitude qui arrive après plusieurs dizaines d'heures. Contrairement à certains open world où, passé l'intro, tu commences déjà à jouer en pilote automatique. Alors, après, j'ai entendu certaines personnes se plaindre du système de parade et d'esquive, parce que même en facile, parfois ça va trop vite, ou alors ils ont pas les réflexes pour, voilà, c'est ce que j'entends parfaitement, parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes skills, quoi. Néanmoins, augmenter davantage le temps de réaction, pour moi, ce serait contre-productif. Parce que littéralement, si tu esquives tout, tu peux ne jamais te faire toucher, quoi. Et donc, ce serait limite un cheat d'invincibilité, quoi. Maintenant, pour les personnes ayant vraiment beaucoup de difficultés, faire un niveau très facile qui augmenterait pas le temps de réaction, mais qui diminuerait encore plus les dégâts, histoire qu'ils puissent jouer comme dans un JRPG classique, quoi. C'est où vraiment tu te prends les dégâts, mais voilà, t'as tout ton temps pour soigner ce genre de choses, quoi. Pour des personnes qui ont vraiment des difficultés, je pense que ça pourrait être un bon équilibre. Ce serait chiant parce qu'effectivement, ils passent à côté d'une mécanique qui est hyper cool, mais voilà, malheureusement, tout le monde n'a pas les compétences pour profiter de cette mécanique, quoi. Parce que perso, j'ai trouvé le dernier tiers du jeu en facile très bien équilibré, mais très bien équilibré pour moi. Ça m'a pas empêché de me faire parfois one-shot tout mon groupe parce que j'avais raté une esquive. Donc, effectivement, pour des personnes qui ont vraiment du mal, ça serait bien de penser à un truc pour eux, quoi. Quoi qu'il en soit, ce jeu est la preuve ultime que, non, il n'y a pas besoin de vendre un jeu à 100 balles pour qu'il soit forcément rentable. On n'est pas obligé de faire des open world sans saveur et sans originalité pour que ça marche. Vous savez, on me dit souvent que si Ubisoft venait à couler, ce serait horrible, parce que ça mettrait un tas de développeurs à la rue, alors que ils sont pour rien en fait. C'est avec quoi je ne suis pas d'accord. Le problème, c'est pas les développeurs, c'est les grosses multinationales comme Ubisoft, Square Enix ou Electronic Arts qui se contentent de broyer leur main d'œuvre pour faire des trucs sans saveur. Et surtout, arrêtez de vous mentir. Ce n'est pas parce que une de ces grosses boîtes va faire un giga succès qu'ils vont pas virer des développeurs juste après. C'est déjà arrivé des tonnes de fois, ils vont pas se priver pour recommencer. Donc, message personnel à tous les devs enchaînés à ce genre de boîte, barrez-vous. Juste, barrez-vous. Laissez ces putains d'actionnaires et de marketeurs se casser la gueule tout seuls dans leur piste. Rejoignez des petits studios de développement ou créez le vôtre. Sandfall a été créé par des anciens d'Ubisoft. Et voyez où ça les a menés. Un putain de succès. Après, je garantis pas que ça va être facile. Je dis pas non plus que vous saurez pas sur la corde raide. Mais au moins, vous serez libre. Et votre poste ne sera pas sur la sellette à cause d'un putain d'actionnaire qui ne pige strictement rien à votre taf et n'aura jamais le millième de votre talent. Ah, ils veulent s'assurer des ventes records en se basant uniquement sur le marketing? Ok, qu'ils le fassent tout seuls. Quant à vous, utilisez votre talent pour des choses qui vous plaisent. Et surtout pour des studios qui vous reconnaîtront à votre juste valeur. Conclusion, si vous n'avez jamais joué à Clair Obscur Expédition 33, je vous supplie à genoux. Testez-le, découvrez-le, dégustez-le, c'est une putain de pépite. Et si en plus vous êtes chauvin, c'est un jeu français, donc voilà. Et voilà, on en a fini avec les tops et les flops de 2025. J'espère que cette vidéo vous a plu, et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne année 2026, et à bientôt, à bord de l'Universalis. Et oui, comme je m'en doutais l'année dernière. Déjà, mes tops ne sont pas dédiés aux œuvres... D'accord, aux œuvres. Déjà, mes œuvres ne sont pas dédiées aux... Non. Donc, on va passer directement à mes meilleures expériences de vie. Et là, je vais aller vérifier où en est le feu, parce que... faut cheminer, quoi. En gros, vous êtes quelqu'un qui joue sur une borne... Oui, il y a un chaumier qui est en train de réparer le chaume... le chaume du toit, quoi.
Le pire, c'est que je sais pas quand je peux recommencer à enregistrer, quoi. Et notamment certaines qui, clairement, m'ont foutu le doute à plusieurs moments. Et notamment certaines qui, clairement, m'ont bien foutu le doute à plusieurs moments. Hein. Et vraiment, il y a eu des passages, je me disais, putain, J'en dirai pas plus pour pas spoiler, mais pour moi, Pony Island. J'en dirai pas plus pour pas spoiler, mais pour moi, Pony Island, c'est une expérience à tester. Bon, après, si je devais soulever un défaut, le jeu a été entièrement... Ça y est, super. Après, vous devez amener vos éléments au truc que vous devez repérer. Et encore, parce que si vous jouez en normal, vous allez, en plus, devoir vous sarcer. Ce qui est pas le cas, et c'est malheureusement un peu dommage. T'es genre le gars qui te dit j'attendais impatiemment que tu reviennes de prison pour qu'on puisse se combattre. Non, c'est j'attendais impatiemment que tu sortes de prison pour enfin te combattre. Genre le gars qui dit j'attendais que tu... Non, c'est qui est très bien et qui est très bien, donc se débarrasser de l'aspect rencontre aléatoire. Je me suis d'ailleurs fait la remarque que Kazuma Kiryu suffisamment pour participer aux différents financements participatifs, mais bon. Suffisamment pour participer aux différents... Pourquoi je veux dire différencement qui vous demanderont d'utiliser les textes. On va mieux comprendre la subtilité des techniques temporelles. On va mieux comprendre la technique des subtilités temporelles. Donc, si vous voulez un très bon JV... Oh là. Tout va bien, je ne me suis rien cassé. Heureusement en même temps. Alors que là, j'ai vraiment eu la sensation d'avoir des combats éthiques. Éthiques, non, pas éthiques dans... Par exemple, si vous mettez la Valkyrie sur le... Par exemple, mettre la Kelty... Et vous pouvez très bien appuyer tous les... Et vous pouvez très bien appuyer sur... Alors certes, le système est sacrément original et ultra bien pushu. Ah, ultra bien pushu, oui, d'accord. Voilà, ça voit que ça fait longtemps que j'enregistre. Hein. La touche Start, elle sert qu'à une chose, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la touche... Ah, j'ai pas mis la date. Bon, bah... Je pense que c'est cette année. T'as vraiment Fifi, hein. T'as vraiment doudou. T'as vraiment Fifi. Quitte ma belle. Mélusine, elle vient de sauter sur mon fauteuil de bureau, sauf que elle a sauté dessus, et du coup le fauteuil s'est mis à tourner en fait. Mélusine, laisse Balou tranquille. Ça les calme ça. Mélusine. Oui, je sais, Mélusine adore jouer avec Balou, et puis mais comme c'est du jeu en mode... Bah oui, mais Balou, c'est un punching ball, lui, il veut jamais se défendre, donc au bout d'un moment, bon, bah, il risque d'avoir mal, quoi, j'ai pas... J'étais où? Donc j'ai dépensé 3 PA pour une action qui n'aurait dû m'en demander... Mais par la suite, dans l'ensemble, quand vous avez vraiment toute une unité à digérer, oui, bien sûr, j'ai toute une unité à digérer, ils étaient très bons, les soldats. Mais par la suite, quand vous avez toute une unité à digérer... Pourquoi je veux dire digérer, moi, c'est... Alors, petit exemple, avec une des toutes premières missions où ça commence vraiment à choper... c'est pas gênant outre mesure, mais... c'est pas génial non plus, quoi. Soit vous êtes un tryharder qui a passé 500 heures dans le jeu au point de connaître tous les spams par cœur, au point de connaître toutes les... Soit vous êtes un tryharder... Conclusion, si vous n'avez jamais joué à Clair-Obscur Conclusion, si vous n'avez jamais joué à Clair-Obscur Expédition 33, et que vous n'y avez jamais joué... Bah non,